cette vidéo, nous présentons les ordres de grandeur des stocks et flux d'eau à l'échelle du globe. Commençons par quelques définitions liminaires. Les stocks peuvent être représentés par des réservoirs, se remplissant et se vidant. Leur unité est une unité de volume. Les flux présentent la quantité de matière entrant ou sortant du réservoir. Si le système est à l'équilibre, les flux entrants sont égaux aux flux sortants. Pour un réservoir donné, par exemple l'atmosphère, les océans ou autres, la connaissance du stock et des flux entrants-sortants permet d'estimer un temps de séjour moyen de l'eau dans le réservoir. C'est le rapport entre le stock et les flux, qu'ils soient entrants ou sortants. Quand on regarde en surface, l'eau recouvre 72% de la surface du globe, ce qui justifie le nom de planète bleue donné à la Terre. Cependant, si on compare maintenant le volume total de l'eau terrestre est estimé à 1,4 milliard de kilomètres cubes, ce qui représente seulement 0,13% du volume du globe. Ce rapport de volume est illustré sur cette image avec la plus grosse sphère bleue par rapport à la sphère terrestre. Les océans ne représentent en fait qu'une fine pellicule d'eau à la surface. La part de l'eau douce dans le total de l'eau, ici la deuxième sphère bleue, est encore plus petite et une grande partie de celle-ci n'est pas accessible à l'homme. Enfin, la toute petite boule bleue représente la quantité d'eau douce au sein de tous les lacs et rivières de la planète. La majeure partie de l'eau dont les hommes et la vie sur Terre ont besoin chaque jour provient de ces sources d'eau de surface. Si on regarde les différents stocks d'eau présents sur la Terre, les plus grands volumes se trouvent évidemment dans l'océan. Au total, le volume d'eau contenu dans les océans représente près de 97% du volume total de l'eau terrestre. Le reste se trouve en grande partie au sein des calottes polaires et des glaciers, ainsi que dans le sous-sol. Si on enlève ces deux compartiments de calottes polaires, glaciers et d'eau souterraine, il ne reste qu'1% du stock d'eau qui n'est pas dans les océans pour représenter l'eau qui se trouve à la surface des continents. Au sein de ce tout petit volume, seul 0,4% de l'eau à la surface des continents se trouve dans les rivières. Du fait principalement de la forte variabilité spatiale du climat, l'eau douce est très inégalement répartie à la surface de la Terre. C'est le cas pour l'eau douce des glaciers, localisée aux fortes latitudes et au sommet des chaînes de montagnes où la densité de population est très faible. Les ressources en eau douce des lacs sont aussi très inégalement réparties. 20% de toutes les eaux douces de surface se trouvent dans un seul lac, le lac Baïkal en Asie. Celui-ci n'est pas le plus grand, mais de loin le plus profond. 20 autres %, environ 23 000 km3, sont stockés dans les grands lacs d'Amérique du Nord. Cette carte donne une idée de la distribution mondiale des lacs, avec les zones où la densité de lacs est forte qui apparaissent en bleu. Une autre réserve d'eau importante se situe dans le pergélisol, c'est-à-dire le sol qui reste gelé toute l'année. Celui-ci se trouve essentiellement en Amérique du Nord, en Russie et sur la chaîne de l'Himalaya. Concernant les aquifères, les volumes d'eau stockés dépendent de la géologie rencontrée. Les réserves sont d'autant plus importantes que les épaisseurs des aquifères sont grandes, ce qui se produit dans les bassins sédimentaires. Les roches de soc ne permettent pas en général de développer de grands aquifères. Elles apparaissent plutôt en marron sur cette carte. Les zones en bleu correspondent aux grands bassins sédimentaires et celles en vert aux aquifères plus complexes mais qui constituent d'importantes réserves. Les couleurs sont d'autant plus foncées que la recharge estimée sur ces systèmes est grande. Celle-ci est quasi nulle dans les zones tropicales désertiques, notamment en Afrique sahélienne et dans certaines régions d'Australie et des États-Unis. Enfin, les rivières, qui ne stockent qu'un très faible volume d'eau à l'échelle de la Terre, sont encore très inégalement réparties sur les continents.
Cette carte des grandes rivières à l'échelle globale montre que pour de nombreuses régions du monde, l'eau de surface est absente. Heureusement, comme nous l'avons vu précédemment, certaines de ces régions correspondent à de grands systèmes aquifères, ce qui permet de compenser le manque d'eau de surface. Intéressons-nous maintenant à la variabilité spatiale des différents flux entre les réservoirs. Nous nous limiterons ici à des estimations annuelles de ces flux, c'est-à-dire en représentant les cumuls annuels estimés sur plusieurs décennies. Ces flux sont particulièrement sensibles au dérèglement climatique actuel, mais nous resterons ici sur des analyses de variabilité spatiale de ces flux observés sur les 50 dernières années. Commençons par le flux de précipitations. Les précipitations sont très inégalement réparties, avec des régions qui reçoivent quelques millimètres par an, alors que d'autres régions enregistrent des cumuls annuels de plus de 10 mètres. Les régions où les précipitations sont les plus importantes se trouvent dans la zone équatoriale et dans la zone de mousson de l'Asie du Sud-Est. Les latitudes moyennes reçoivent des quantités modérées de précipitations et les régions désertiques, des zones subtropicales et autour des pôles enregistrent beaucoup moins de précipitations. Ces différences sont liées à plusieurs facteurs, la circulation générale des masses d'air, la topographie et les caractéristiques thermiques. Comme les précipitations résultent de l'ascension et du refroidissement de l'air humide, les zones de forte pluie indiquent des régions où l'air est ascendant, tandis que les déserts se trouvent dans les régions où l'air est réchauffé et séché pendant la descente. Dans les régions subtropicales, les alizés apportent les pluies abondantes sur les côtes orientales des continents, mais les côtes occidentales ont tendance à être sèches. En revanche, aux hautes latitudes, les côtes ouest sont généralement plus humides que les côtes est. Du fait de l'ascension des masses d'air au contact des massifs montagneux, les pluies ont tendance à être abondantes sur les versants au vent des massifs, mais rares sur les versants sous le vent. Il existe aussi une forte hétérogénéité de la variabilité temporelle des précipitations. Certaines régions ont un cycle saisonnier très marqué, notamment dans les zones de mousson, alors que d'autres régions reçoivent des cumuls relativement réguliers au cours d'une année. L'évapotranspiration varie quant à elle de quelques millimètres à plus de 1500 mm. L'explication de la variabilité spatiale de l'évapotranspiration est complexe. En premier lieu, le climat joue un rôle essentiel. La vaporisation de l'eau consomme de l'énergie, apportée principalement par le rayonnement solaire. Par ailleurs, l'évapotranspiration est possible uniquement en présence d'eau, soit en surface, soit dans le sol, pour qu'elle soit ensuite transpirée par la végétation. Ainsi, les zones humides et chaudes sur Terre sont les zones où l'évapotranspiration sera maximale, donc principalement dans la zone équatoriale. À une échelle régionale, d'autres facteurs influencent l'évapotranspiration, en particulier la végétation et la nature du sol. L'analyse du ratio évapotranspiration sur précipitation met en avant les zones du globe où l'évapotranspiration est limitée par un manque d'eau, quand le ratio approche 1, et les zones où c'est le manque d'énergie qui limite l'évapotranspiration, quand le ratio approche 0. Ce ratio est extrêmement variable en fonction des conditions climatiques rencontrées. À l'échelle de plusieurs années, l'écoulement exprimé en lames d'eau est la résultante de la répartition des précipitations et de l'évapotranspiration. La carte présente les écoulements au niveau de stations de mesure du débit, dont la densité est très hétérogène à la surface du globe. Quantitativement, les rivières dans les régions froides, d'altitude ou dans des régions de fortes précipitations présentent les écoulements les plus forts. La mesure des flux à l'échelle du globe est un véritable enjeu de connaissance et d'aide à la gestion de l'eau. Il existe une grande disparité de mesure de ces flux. On estime à quelques centaines de milliers de points de mesure de précipitation, répartis de façon assez homogène sur le globe. Mais le pluviomètre est une mesure très locale. Chaque pluviomètre récolte des eaux d'une surface de 100 à 400 cm². Ainsi, les 125 000 pluviomètres présentés sur la carte ne représentent qu'une surface d'interception des précipitations inférieure à la surface d'un terrain de football. Il faut souligner que ces estimations ponctuelles peuvent être complétées très efficacement par des données obtenues par des radars météorologiques, mais qui nécessitent d'être calibrées à partir de mesures ponctuelles. Il existe seulement quelques milliers de stations de mesure de l'évapotranspiration par des tours à flux. Cette technique est relativement récente, avec peu de recul historique. Pour plus de recul historique,
Les données issues de mesures sur des bacs à évaporation existent, mais ces bacs ne mesurent que l'évaporation de plans d'eau et les estimations ne sont pas transposables à des surfaces continentales où l'eau n'est pas disponible dans le sol. Plusieurs estimations indirectes sont aujourd'hui possibles par télédétection en exploitant les estimations de température de surface et d'humidité du sol. Mais ces estimations restent très incertaines. Concernant le débit, on dispose de quelques dizaines de milliers de stations hydrométriques. La répartition de ces mesures de débit et le recul historique de ces mesures sont très inégaux en fonction des pays, mais quelques stations de long terme permettent d'évaluer l'évolution de l'écoulement sur les 150 dernières années, ce qui permet de mettre en perspective les évolutions pressenties de l'écoulement pour les décennies à venir.